Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de processeurs ARM et de système on chip. Pourquoi? Bah tout simplement parce que depuis quelque temps je vous parle de téléphones portables, de diverses choses, et je vais continuer quelque temps, je vous parle très souvent de processeurs de type ARM, et vous devez vous demander, si vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour connaître ce truc à l'avance, ce que ça doit bien être. Vous vous dites, qu'est-ce que c'est un processeur ARM? Est-ce que c'est une autre marque, etc. Eh bien, en gros, les processeurs ARM viennent d'une entreprise qui s'appelle ARM Holding, qui est une entreprise qui tout simplement fait des processeurs, mais ne les fabrique pas. Ils inventent les processeurs, et ensuite, en gros, ils distribuent la licence à différentes marques, comme Samsung, comme Intel à une époque, comme Qualcomm, enfin bon, plein de marques qui ont la licence ARM, vraiment des tonnes et des tonnes, hein. Apple a même sa licence maintenant aussi. Et donc, en gros, le principe, c'est que ARM fait un type de processeur, et ensuite différentes entreprises le fabriquent. Ils peuvent faire les modifications qu'ils veulent, etc., pour créer en gros leur propre processeur, parce que en gros ils se servent de ça comme d'une base. Ils vont pas utiliser directement le truc tel qu'il est donné par la ARM Holding, parce qu'en fin de compte ça marchera pas forcément très bien. Ils doivent faire différentes modifications, et puis aussi comme ils sont en concurrence, il faut bien entendu qu'ils fassent un truc qui se démarque de la concurrence, ou parce qu'il est moins cher à produire que la concurrence, ou parce qu'il est plus performant que la concurrence, ou parce qu'il consomme moins que la concurrence, etc., etc. Et donc les processeurs ARM, c'est un truc qui date déjà d'il y a un bon moment, et il y a différentes versions, de la première version, ARM version 1, jusqu'à la version actuelle, qui est la version 7, et la version 8 qui va bientôt sortir. Ensuite, dans différentes versions, il y a quand même des variantes, c'est-à-dire que ARM V7, il y a deux variantes très connues, le Cortex A8 et le Cortex A9. Ensuite, il y a le Cortex A5, qui est une version du Cortex A9 légèrement diminuée en performance, mais qui permet en gros d'avoir une meilleure autonomie parce que ça consomme moins. Et il y a le Cortex A15, un truc comme ça, qui est une version ultra puissante qui est peut-être déjà sortie, mais j'en suis pas certain si elle est déjà sortie ou si elle va sortir. En tout cas, ils sont tous compatibles avec les mêmes programmes, et les différentes versions sont aussi compatibles entre elles. C'est-à-dire qu'un programme qui est fait pour la version 7 de ARM ne fonctionnera pas sur les versions 6 et les versions 5, mais un programme qui est fait pour la version 5 fonctionnera sur les versions 6 et 7. Vous voyez un petit peu, il y a une compatibilité entre les programmes. C'est pour ça que quand on a un vieux téléphone Android, qui est par exemple avec un processeur ARM V5, certains programmes ne fonctionneront pas parce qu'ils sont faits pour ARM V6 et supérieur. Vous voyez, un truc de ce genre. Vous voyez, c'est ça le principe. Et donc en gros, chacune de ces versions, il faut payer la licence pour en créer un nouveau, etc., etc. Et pourquoi je voulais vous parler en même temps, dans la même vidéo, de de système on chip, décidément j'aime bien faire cette erreur, de système on chip. En gros, le principe, c'est que les ARM, ce sont des trucs qui sont faits pour consommer très peu. Et pour consommer très peu, et pour aussi que ça coûte moins cher, les constructeurs aiment bien regrouper l'intégralité du téléphone dans une seule et même puce. En gros, un ARM pourrait fonctionner sans être combiné aux différentes autres parties qui combinent dans une seule et même puce, mais en pratique ça n'a jamais existé, plus ou moins. C'est toujours au moins regroupé avec le contrôleur mémoire, le contrôleur USB, différents contrôleurs de différents ports, de caméra ou de je ne sais pas quoi, ainsi que la carte graphique, la partie graphique. Alors certains processeurs n'ont pas de partie graphique, ils ont juste un système de sortie vidéo basique, et c'est le processeur qui émule la partie graphique, comme dans le téléphone portable. Attendez 2 secondes. Comme dans ce téléphone portable que je vous ai montré il y a quelque temps, qui lui n'a pas de chipset graphique intégré, donc du coup, tout simplement, c'est le processeur qui se sert de ça. Il n'y a quasiment aucun processeur ARM qui fait ça, parce que de nos jours, mettre un processeur graphique, même basique, à l'intérieur, ne coûte pas grand chose. Quand le processeur qui est là-dedans a été designé, il était fait pour être le moins cher possible, et à cette époque-là, intégrer un processeur graphique dedans coûtait encore une somme relativement élevée. Donc en gros, un système on chip, ça veut pas forcément parler de ARM, ça peut être un processeur de différentes autres sortes, comme MIPS, voire même des trucs inconnus qui n'existent pas, hein, comme par exemple, on peut dire que, vous savez, les NES sur une seule puce, là, les fameux Famiclone et compagnie, là, et ce sont des systèmes on chip, dans le sens où ils ont pris toutes les puces de la NES, et hop, ils l'ont condensé dans une seule petite puce, qui fait absolument tout ce que faisait la vingtaine de composants qu'il y avait dans une NES à l'origine. Donc le principe des systèmes on chip, c'est tout simplement, tu prends une puce, tu mets un processeur ARM par exemple,
un processeur graphique, un contrôleur mémoire, un gestionnaire de carte SD, tu mets tout ce que tu veux. Enfin, le constructeur peut faire différents types de socket de système on chip suivant l'utilisation qu'on a envie d'en faire. C'est-à-dire, par exemple, si une entreprise comme Broadcom, par exemple, voulait faire une caméra qui utilise un processeur ARM intégré, ça existait, hein, ils ont d'ailleurs leur ligne de processeurs qui permettent de faire ça, eh bien, ils prennent un processeur ARM, ils ajoutent un processeur graphique, ils ajoutent un contrôleur USB pour le port USB et la liaison USB entre la caméra et l'ordinateur, ils rajoutent un contrôleur carte mémoire SD pour pouvoir ajouter la carte SD qui permet d'avoir comment on appelle ça, la mémoire ajoutée à la carte mémoire, enfin à la caméra, etc., un contrôleur caméra, enfin ils mettent tout ce qu'ils veulent et paf, ça te fait un système sur une seule puce. Ensuite, la carte mère sert tout simplement à relier ce composant-là, ce gros composant, aux différentes choses, à la mémoire vive notamment, qui n'est pas intégrée, parce que la mémoire vive, c'est quand même, ça prend une place assez phénoménale, mais ils ont quand même inventé un système qui permet de mettre la mémoire vive par-dessus le processeur. Alors regardez cette petite photo du Raspberry Pi. Vous voyez que sur cette carte mère là, il n'y a qu'un composant, un petit composant à côté qui lui sert tout simplement juste au port Ethernet parce qu'il n'est pas intégré dedans, mais sinon il y a juste un composant. Ce composant là fait carte graphique, processeur, gestionnaire de caméra, gestionnaire de carte SD, port USB, enfin différentes choses, et vous voyez qu'il n'y a aucune puce de RAM autour. La puce de RAM en fait est soudée par-dessus le processeur, ce qui permet tout simplement d'économiser de la place sur la carte mère. Alors ça fait un moment que ce principe est utilisé dans les téléphones portables. Quasiment tous les téléphones portables depuis les débuts utilisent un processeur ARM, voire même plusieurs, parce qu'il faut savoir que souvent dans ces processeurs-là, il y a un processeur ARM basique qui sert pour le modem, c'est-à-dire pour tout ce qui est 2G, 3G et compagnie, et ensuite un deuxième processeur qui lui est fait pour les applications, l'interface graphique, etc., etc. Donc en gros, il y a deux processeurs, même s'il y en a qu'un seul qui sert pour les programmes, l'autre sert tout simplement à gérer le modem, etc. Et les processeurs ARM sont utilisés un peu partout, c'est-à-dire qu'en gros, on peut même en trouver dans les disques durs, c'est-à-dire qu'un disque dur, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors comme vous le voyez, dans ce disque dur, il y a ici un processeur ARM de marque Marvell d'ailleurs, versus Capcom, blague. Donc, je devrais hésiter à faire ce genre de blague. D'ailleurs, j'hésite, mais je le fais quand même. C'est ça, c'est la pause blague complètement con de Fabien. Alors, donc, voilà ici un processeur ARM de chez Marvell, donc, qui permet en gros de gérer la gestion des erreurs, le contrôle de la tête de lecture du disque dur, différentes choses, par exemple, notamment, quand, par exemple, le système d'exploitation dit au disque dur, tu vas m'inscrire ceci, et que les fichiers se trouvent à différents endroits sur le plateau du disque dur, eh bien, cette puce-là permet aussi de mettre en cache ces différentes choses dans une sorte de mémoire vive intégrée au disque dur, et ensuite faire tout simplement en sorte que les trucs arrivent dans l'ordre où la tête se déplace. Vous voyez le truc, en gros, il réordonne les données de telle manière que les données, en gros, soient dans l'ordre qu'il faut pour pouvoir écrire les choses. Quand le disque dur a des secteurs foutus, etc., ce processeur-là permet aussi de réallouer les données qui sont dans ce secteur vers un autre secteur automatiquement, de manière totalement transparente pour le système d'exploitation, de telle manière que le système d'exploitation, en gros, n'ait pas l'impression, en gros, que des données soient perdues ou ce genre de choses. Vous voyez, c'est comme ça enfin, c'est pour ça que les processeurs ARM sont très souvent utilisés, parce qu'ils sont très petits, ils consomment pas beaucoup, ils chauffent pas beaucoup, ils sont assez puissants par rapport à leur consommation d'ailleurs, et donc ils peuvent être intégrés dans un peu n'importe où. Par exemple, comme je vous dis, dans un disque dur. Mais pire encore, pire, je vais vous montrer un truc. C'est un petit peu le summum de la miniaturisation. Dans une carte SD, vous voyez, une micro SD qui plus est, eh bien, il y a toujours, ou presque, il y a même toujours un microcontrôleur dedans, c'est-à-dire quelque chose qui gère les entrées et les sorties de la carte SD, c'est-à-dire ce que l'on écrit dedans ou ce que l'on lit de la carte SD ne se fait pas directement comme ça par enchantement. Il y a à l'intérieur de ces cartes SD un petit processeur qui s'occupe en gros de faire la liaison entre l'ordinateur et la carte SD.
Et donc ce processeur-là, ça peut être un microcontrôleur foireux, et c'est ce qu'il y a très souvent à l'intérieur des cartes SD les moins chères, mais si vous achetez une carte SD SanDisk, une vraie, eh bien dedans il y a un processeur ARM qui fait le boulot, un processeur de type, il me semble, ARM 5, c'est-à-dire ARM V3 si je dis pas de conneries, enfin une très vieille version de l'ARM, une version qui à l'époque était utilisée dans des ordinateurs assez puissants, mais qui d'année en année, bien entendu, on a pu les miniaturiser de plus en plus, et de nos jours ils font tellement peu de place qu'ils ont été miniaturisés de telle manière qu'ils rentrent à l'intérieur d'une micro SD, et donc ces composants-là, ces processeurs complets, hein, sont utilisés pour leur consommation, utilisation, enfin leur dissipation thermique, etc., etc. Et ils ont vu que au niveau de la puissance par rapport au dégagement thermique et à leur consommation, permettent en gros de faire le job tout simplement. Il suffit de programmer un petit quelque chose à l'intérieur de ce truc, et c'est le processeur qui gère ce truc, etc., etc. Et donc c'est tellement rapide que, pas la peine de se faire chier avec différentes puces qui sont faites pour le boulot. Vous voyez, une puce qui serait spécifiquement fabriquée pour ce job-là, eh bien à la place, ils ont utilisé tout simplement un processeur multifonction, c'est-à-dire un processeur de type ARM, tout con. Et voilà, vous voyez un petit peu l'utilisation de ce genre de processeur est extrêmement variée, et dans un petit peu tout et n'importe quoi, donc et coûte quasiment que dalle à être fabriqué, donc c'est tout bénef comme type de truc. Et en plus, n'importe quelle entreprise peut prendre la licence à ARM pour pouvoir faire sa propre version, en coupant des morceaux, en faisant ce qu'ils veulent avec, etc., etc. Ce qui fait qu'il n'y a pas besoin qu'une entreprise passe 10 ans à développer une nouvelle technologie. Ils prennent le truc, paf, ils développent leur truc en virant des fonctions, comme je le disais, en ajoutant, en faisant leur petite popote dans leur coin, et voilà, tout simplement. Et donc je crois que j'ai fini de vous parler des processeurs ARM, en tout cas il me semble. Juste par comparaison, un processeur de type Cortex A9 à 1 GHz est plus ou moins aussi puissant qu'un processeur de type Intel Atom à peu près le même nombre de gigahertz. Donc, enfin, ça dépend des marques, hein, bien entendu. Il y a certaines marques qui font des processeurs parce que, comme je vous l'ai dit, ils font leur petite popote interne. Il y a certaines marques à 1 GHz qui sont beaucoup plus puissantes que d'autres marques à 1 GHz. Mais globalement, en moyenne, ce type de processeur est aussi puissant qu'un Intel Atom à 1 GHz, et depuis très 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 longtemps sont capables de consommer beaucoup moins et de chauffer beaucoup moins que les processeurs Intel, qui viennent tout juste de les rattraper au niveau de la consommation et de la chaleur dégagée au niveau en gros consommation par puissance, quoi. Ce qui est bien entendu, ARM ne s'est pas arrêté là, et les différents développeurs popoteurs d'ARM ainsi que ARM lui-même a inventé de nouvelles technologies pour concurrencer Intel sur cet endroit-là. Ah oui, aussi, j'ai oublié de vous dire, parce que ça c'est important, les processeurs ARM ne sont pas comme les processeurs Intel ou les processeurs AMD. Vous voyez, ce sont des processeurs qui sont complètement dans un monde différent, c'est-à-dire que même si on peut faire fonctionner Linux aussi bien sur un processeur Intel que sur un processeur de type ARM, eh bien ces deux processeurs-là, ce sera pas la même version de Linux qui fonctionnera dessus. Vous voyez, ce sont pas les mêmes programmes qu'on doit faire fonctionner dessus. C'est-à-dire que Windows en version Intel ne fonctionnera pas sur un ARM. Il faut une version spéciale pour ça. Donc si vous avez un programme où vous n'avez pas le code source, c'est-à-dire que vous pouvez pas le modifier pour le faire fonctionner sur un ARM, eh bien ce programme-là ne fonctionnera pas sur le ARM. Exemple, vous avez Sony Vegas, on va dire, totalement au hasard. Vous avez Windows normal pour les processeurs Intel et AMD, etc. Vous pouvez installer Sony Vegas dessus, pas de problème. Après, vous achetez une tablette de chez Microsoft, comme la Microsoft Surface, vous voyez, qui fonctionne avec un processeur ARM, en tout cas pour certaines des versions, fonctionne avec un processeur ARM. Vous pouvez toujours essayer de mettre Sony Vegas dedans, vous y arrivez pas. Tout simplement parce qu'il est fait pour les processeurs Intel. Pourtant, c'est une version de Windows totalement identique qui font fonctionner sur cette tablette. Mais elle a été compilée pour un autre type de processeur. C'est-à-dire que ce processeur parle avec ses logiciels une langue différente que les processeurs Intel parlent avec leurs logiciels. Vous voyez un petit peu l'idée. Ils ne parlent pas le même langage, donc en gros tu peux pas mettre un Windows pour Intel sur un processeur ARM, il ne fonctionnera absolument pas. Par contre, si un système d'exploitation est modifiable ou a été modifié pour fonctionner sur un processeur ARM, il y fonctionnera. Ça, il n'y a pas de souci. Donc comme je le disais, il fonctionne dans deux mondes différents. Et c'est d'ailleurs pour ça que les processeurs Intel ont un gros retard par rapport aux processeurs ARM au niveau de la consommation. C'est que la façon
dont parle le logiciel avec le processeur a été créé dès le départ par ARM pour faire en sorte que le concept de consommation et de chaleur dégagée est à l'intérieur en gros du design dès le départ. Pour les processeurs Intel, au départ le concept était tu fais un processeur et puis on s'en fout de la façon que ça consomme, etc. Il faut qu'il soit le plus puissant possible. Vous voyez, c'est pas du tout la même philosophie. Donc du coup, les processeurs Intel ont du mal à les rattraper sur ce domaine-là. C'est pour ça que les Atoms sont des grosses usines à gaz. En tout cas, les premiers étaient des grosses usines à gaz. Et le seul truc qui fait que les processeurs Intel les ont rattrapés plus ou moins, c'est tout simplement que Intel a des usines pour fabriquer les processeurs qui sont beaucoup plus avancées que les usines de chez Samsung et tout ça, mais Samsung est quand même en très bonne voie pour faire aussi bien, au moins aussi bien qu'eux, donc enfin, on peut dire que les ARM, avec leur design qui a été pensé pour ça dès le départ, ont une bonne avance là-dessus. Donc comme je vous le disais, il faut que le logiciel soit adapté là-dessus. Vous pouvez pas installer Windows sur votre téléphone Android en gros. Sauf si bien entendu vous installez sur votre téléphone Android un émulateur de processeur Intel qui lui-même permet donc d'émuler par ce biais un système d'exploitation qui est fait pour fonctionner sur les processeurs Intel. Mais les performances seront catastrophiques, bien entendu. Voilà, je pense que j'ai enfin bouclé mon truc là-dessus. J'ai réussi à tenir en moins de 20 minutes, je suis content de moi. Alors je vous dis salut à tous et à la prochaine, et j'espère que si vous avez d'autres questions d'ailleurs, si sur ce type de processeur, etc., n'hésitez surtout pas à me les poser, ce sera l'occasion de vous répondre dans les commentaires, ou de tout simplement faire une vidéo complémentaire s'il y en a besoin. Allez, salut!